Bonjour à tous, eh bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de l'UNSASPEN. Notre nouveau webinaire est consacré à l'enquête Technologia, dont vous avez certainement beaucoup entendu parler. Et nous souhaitons ici vous donner les principaux éléments sur cette enquête, déjà pour bien comprendre de quoi il s'agissait, mais aussi quelles sont les conclusions qui en ont été tirées par le cabinet, avec toutes les explications pour en comprendre les principaux éléments. Alors à l'été 2021, les représentants du personnel ont sollicité l'aide d'un cabinet d'expertise reconnu par le ministère du Travail afin d'évaluer le niveau psychosocial, du risque psychosocial sur l'ensemble du CEA, en caractériser les causes, analyser les dispositifs de prévention mis en œuvre et formuler des recommandations pour les prévenir. Et c'est le groupe Technologia qui a été choisi. C'est un groupe qui a pignon sur rue dans ce domaine. Et la restitution en a été faite au comité national au mois de mai 2022. Tout d'abord, quelques mots sur la méthode utilisée. C'est une méthode qui va reposer sur l'analyse d'un certain nombre de facteurs qui sont replacés dans le contexte, et tous ces facteurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, vont avoir des impacts sur la santé des travailleurs, sur la productivité, etc. Et donc, à partir d'une grille de lecture qui est établie par le cabinet de conseil, il s'agit d'analyser tout un ensemble systémique dont les effets sont liés. Par exemple, donner du sens au travail, donner du sens dans son travail, réduit le risque de RPS, sinon il l'augmente. La vision qu'on a tous des RPS, c'est que c'est un problème de l'individu, que ce soit burn-out ou un épuisement professionnel, un accident de travail. On pense tous que c'est un problème du salarié. C'est dommage pour lui, il était fragile, moi je ne suis pas comme ça ne peut pas m'arriver. Et pourtant, la réalité, c'est que c'est le collectif, c'est le dysfonctionnement du collectif, la désynchronisation, souvent, qui sont à l'origine du RPS et qui se traduisent différemment dans des manifestations et des ressentis différents en fonction des salariés. L'objectif qu'on poursuit, nous, en tant que représentants du personnel, c'est pas de traiter la prévention dite tertiaire, qu'on nomme plutôt remédiation, donc ce qui est tout en haut de la pyramide. On le fait déjà et bien sûr, nous apportons notre aide à tous les salariés en difficulté. Notre objectif, c'est la prévention primaire, c'est comprendre, changer, modifier avant les conditions de travail se dégradent. Et là, bien sûr, on le voit, c'est le collectif qui va être concerné par cela. Donc là, à ce niveau-là, on a un premier message à vous délivrer. N'attendez pas d'être en haut de la pyramide pour sauter. Plus on est haut, plus la chute est brutale. Aujourd'hui, on voit trop de salariés qui sont dans l'orange, qui seront allés au bout de la résistance par peur du management, par peur de la hiérarchie, par peur du regard des autres. Et ce qu'on veut vous dire vraiment, c'est n'en arrivez pas là. Un RPS, c'est principalement un dysfonctionnement collectif et pas un dysfonctionnement de l'individu. Donc n'ayez pas honte de pousser la porte et de venir en parler. Ça, c'est très important. Un exemple de mécanisme de désynchronisation pour bien comprendre de quoi il s'agit. Prenons l'exemple d'une grande entreprise classique avec son board et ses équipes. Le directeur général arrive un matin et il annonce fièrement sa nouvelle idée, développer et vendre un nouveau logiciel qui va inonder le marché. Le directeur commercial, il est aux anges. Comme ses équipes, il est payé au résultat, produit nouveau à vendre, potentiel de gain, salaire plus élevé. Le directeur financier, lui, également, il est dans le même état d'esprit. Du chiffre d'affaires en plus. Donc, gain potentiel en plus, salaire plus élevé, etc. Mais le directeur technique, qu'est-ce qu'il va en penser? Eh bien, pour lui, ses équipes sont déjà à fond. Il va leur donner du travail en plus. Il n'a pas assez de ressources. Et là, il voit les problèmes arriver, donc beaucoup moins enthousiaste que ses collègues.
Et puis, bah, quant au DRH, bah, lui, il part à la retraite dans 1 an, donc il s'en fiche un peu. Et donc, on voit que sur un sujet, si on le regarde de manière très transverse, les équipes ne vont pas avoir du tout le même ressenti, le même enthousiasme, les mêmes craintes par rapport à ce projet. Et donc, si on regarde à notre humble niveau au CEA, combien de discussions on a sur les ressources, sur les effectifs, sur les jalons? On nous demande bien souvent de faire toujours plus avec moins et on touche là un point essentiel du dysfonctionnement. On va revenir, si on revient à l'enquête Technologia, comment elle s'est déroulée? Tout d'abord, il y a eu un questionnaire qui a été envoyé à tous les salariés, donc avec des questions fermées qui vont être analysées statistiquement par le cabinet. Il y aura des verbatims sur des questions ouvertes, des verbatims, donc c'est du texte libre, où les salariés peuvent rédiger un commentaire, quelque chose comme ça. Il y a aussi eu par le cabinet une analyse de documents internes au CEA. Et puis, ensuite, il y a eu toute une série d'entretiens répartis sur l'ensemble du CEA. La priorité, c'était l'anonymisation. Ni les élus, ni la direction n'ont eu accès aux résultats détaillés ou à la liste des salariés interviewés. Et dans certains cas, il a même fallu faire des regroupements d'unités entre certains services pour éviter des effectifs trop faibles et prendre le risque d'identifier des salariés. Par exemple, DRI, DSND ont été regroupés, Darcy, DECOM. Alors, ça peut fausser la connaissance précise de l'entité, puisqu'on regroupe plusieurs services ou plusieurs départements entre eux, mais en tout cas, ça garantissait l'anonymat des salariés et ça, c'était très important. Quelques chiffres. Le questionnaire a été envoyé avant le 15 novembre et on avait du 15 novembre au 12 décembre pour répondre. Il y a eu plus de 20 000 salariés contactés, 9 242 répondants et un taux de participation de 46%. Alors, il y a quand même eu une erreur qui a été faite par les représentants du personnel dans le choix des questions et on reconnaît qu'on a fait cette erreur. Il n'y avait pas de questions sur le contrat de travail. Et donc, aujourd'hui, on dit qu'il y a 46% de répondants sur les 20 175 salariés du CEA qu'il y avait à cette époque-là. Mais si on ne compte que les salariés permanents, donc les gens qui ont un CDI, eh bien là, il n'y a plus que 17 000 salariés. Et donc, si tous les répondants sont des salariés permanents, on a un taux de répondants qui est de 54%. Le fait de ne pas avoir de questions sur le contrat de travail, ça induit un biais sur la projection à 3 ans. Parce que si un nombre important de gens qui ont un CDD ou des thésards ont répondu sur ces questions-là, bien sûr, ce sont des gens qui n'ont pas du tout la même perspective à 3 ans, puisque dans 3 ans, ils savent que de par leur contrat, probablement, ils ne seront plus là. Alors que quelqu'un qui a un CDI, on peut se dire que à 3 ans, il a plus de chances de se projeter en étant encore dans l'entreprise. 2 chiffres importants. Il y a plus de 800 personnes qui ne se sont pas identifiées, qui ne se sont pas reliées à leur unité, et même pour certaines d'entre elles qui n'ont pas dit si elles étaient un homme ou une femme. Et puis, il a fallu plus de 5 tirages au sort pour permettre la réalisation des entretiens, puisque pour faire ces entretiens, il fallait quand même avoir un nombre significatif de réponses, et donc il fallait un nombre significatif de salariés qui répondent. Donc il a fallu 5 tirages au sort pour aboutir au nombre significatif. Peur de répondre, peur de se localiser, peut-être des questions d'implication et de désengagement derrière tout ça. Au niveau des documents, il y a un document essentiel qui est incomplet. Le DUR, document unique d'évaluation des risques, c'est un document qui évalue tous les risques présents dans une entreprise. Donc le CEA a bien pris en compte les risques technologiques, le risque chimique, le risque mécanique, le risque laser, le risque nucléaire et j'en passe. Mais dans ce document, on ne trouve aucune véritable analyse ou évaluation des RPS par unité de travail, par service, par département, alors que c'est une obligation.
Et donc ça, c'est un point qui a été pointé par le cabinet de conseil. Je vous livre ici quelques exemples de verbatim, donc je ne vais pas vous les lire, hein. Je vous laisse les regarder. Il y a des verbatim qui sont positifs, mais il y en a aussi un certain nombre qui sont quand même beaucoup plus mitigés, voire certains qui sont très, très négatifs pour l'ensemble du CEA. Et il y a eu des verbatim qui sont venus un petit peu toutes les unités, avec à chaque fois des différents niveaux positifs, mitigés et puis négatifs. On passe maintenant aux résultats. Déjà, un premier principe, c'est que sur les questions fermées, il n'y avait que 4 réponses possibles. C'est une méthode qui est assez éprouvée d'ailleurs. Et donc 4 réponses possibles pour éviter le choix du milieu. On se positionne soit sur quelque chose qui est plutôt positif ou quelque chose qui est plutôt négatif, mais on ne reste pas neutre et donc forcément c'est beaucoup mieux de faire comme ça parce que souvent on n'ose pas se prononcer. On n'ose pas dire que c'est pas tout à fait bien, on n'ose pas dire que c'est un petit peu bien. On reste au milieu pour être neutre et donc avec 4 réponses possibles, on est obligé de se positionner. Et puis ensuite, il y a eu la grille de lecture a été décodée avec un code couleur pour permettre une meilleure lisibilité des résultats. Alors, d'une manière générale, dans les entreprises, hein, les résultats se situent entre un score de 50 et 70, le score global. Au-delà de 70, c'est une entreprise en excellente santé. Il y en a, mais vous allez voir, ce n'est pas le CEA. Et puis, en dessous de 50, c'est une entreprise qui est vraiment en très grande difficulté où les salariés ne vont pas bien du tout. Donc, première vision sur l'ensemble du CEA. Globalement, 70% des salariés se sentent bien dans leur travail, mais il y en a beaucoup qui pointent un manque de reconnaissance financière et les plus mauvais scores sont là, c'est ce qu'on voit en violet. Des problèmes de confiance, c'est ce que j'ai pointé en vert. Un rejet du système de management, ce qui n'est pas la même chose qu'un rejet des managers, hein, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça, je l'ai pointé en orange. Une mauvaise circulation de l'information en bleu et une mauvaise vision de l'avenir en rouge foncé. Pourtant, cet avenir, on est censé le construire tous ensemble. Je voudrais faire un nouveau petit point d'arrêt pour un point d'attention sur l'action des représentants du personnel et des syndicats. Il faut savoir regarder la réalité. Au-delà de la mauvaise image des syndicats en France, on a un travail à mener pour vous prouver que nous sommes utiles. Ça passe par vous expliquer ce que nous faisons, vous communiquer les informations qui vous intéressent et à l'UNSASPEN, on essaye d'avoir une grosse action de communication envers les salariés. Montrer aussi, en particulier aux managers qu'on est là pour construire et pas pour détruire. Et donc à l'UNSASPEN, on est en train de préparer une présentation qu'on pourra venir vous faire dans les services pour vous expliquer notre rôle. On pourra le faire en présentiel ou en Skype, vous expliquer notre rôle et le fonctionnement des instances et des syndicats. Et on fera de cette présentation un webinaire qui sera également disponible à terme sur le site du syndicat. On va passer à présent aux résultats de l'enquête. Si on regarde d'une manière générale au niveau du global du CEA, on voit que les salariés ont un engagement fort, une satisfaction moyenne et des niveaux de fatigue et de stress importants. Donc nous allons regarder tout ça un petit peu plus dans le détail. À la question « Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie professionnelle ?», les salariés ont répondu à 75% avoir un travail intéressant, à 67% avoir une rémunération satisfaisante, 63% avoir de bonnes relations avec vos collègues, 62% avoir un bon équilibre vie privée, vie professionnelle, 54% être reconnu dans son travail.
Si on regarde maintenant au niveau des programmes, on voit que 83% des répondants connaissent les orientations stratégiques du CEA, mais 46% ne les comprennent pas. Plus précisément, à Marcoule, 55% des salariés de Marcoule ne comprennent pas la stratégie du CEA. Entre l'arrêt d'Astrid, le multirecyclage, au final, c'est toute la stratégie du nucléaire qui est en jeu, avec un CEA qui n'est plus leader de l'avenir du nucléaire français. Et finalement, le CEA se positionne de plus en plus comme un prestataire des industriels et non plus comme un leader de la stratégie. Au niveau des équipes et de la direction, les équipes globalement se portent bien. 78% des salariés ont confiance dans leur manager et l'ambiance est bonne, mais 46% n'ont pas confiance dans la direction et même pour 61%, la direction ne donne pas les moyens aux managers de proximité. Si on regarde plus en détail l'organisme, la culture managériale est ressentie comme très hiérarchisée et administrative. L'ambiance au niveau de l'organisme n'est pas très bonne. On a l'impression que les différents services ne s'entraident pas et que finalement, entre la lourdeur des procédures, le temps insuffisant, les situations de sous-effectifs, les informations qui ne circulent pas assez, finalement, le travail est empêché. À ce stade, on peut faire déjà une première conclusion, c'est que quand même 70% des salariés se portent bien. Mais pour ces salariés, il faut travailler à améliorer les facteurs de protection, simplifier les processus, rendre l'organisme plus transverse et plus agile, donner des moyens aux managers de proximité, transformer les RH en accompagnateurs plutôt qu'en gestionnaires, assurer l'équilibre entre l'intérêt du travail, la rémunération et la reconnaissance. 70% des salariés se portent bien, mais 30% des salariés vont mal. Pour eux, c'est les débordements, des problèmes de récupération, des gros problèmes de stress. Et dans ces salariés qui ne se portent pas bien, il y a des managers et aussi il y a pas mal de salariés engagés. Au niveau des symptômes qu'ils ressentent, de la fatigue, de la déception, ils sont sous pression, ils ont des difficultés de sommeil et 12% de ces salariés signalent beaucoup plus que les autres l'empêchement qu'ils subissent avec les procédures, les sous-effectifs, les changements de priorité, la rétention d'informations, les problèmes de collaboration. Au niveau des conséquences, ces salariés vont s'isoler, ils vont consommer plus de tabac, d'alcool, de médicaments et avoir un absentéisme plus fort. Ces salariés vont mal et on doit collectivement les aider. Ce n'est pas simplement le problème de la direction. On a parlé tout à l'heure du collectif. Et donc là aussi, sur ces problèmes-là, le collectif est important et nous devons tous collectivement aider ces salariés. 8% des répondants, ça veut dire 705 quand même salariés sur les 9200 qui ont répondu, sont exposés à une dynamique de violence relationnelle, dans une ambiance tendue, agressive, malveillante ou conflictuelle. Et donc, ils ressentent le fait qu'on les isole, qu'ils sont dénigrés, on les culpabilise, et au final, ils ont peur. Et donc, pour ces salariés, il faut libérer la parole, il faut leur permettre de s'exprimer et de dire ce qui ne va pas, ce qu'ils ressentent, pour déjà faire un premier pas. Et maintenant, l'expert a rendu ses conclusions lors d'une séance du comité national le 9 juin 2022, en présence de l'ensemble des membres de la direction générale du CEA. Pour l'expert, le risque grave est avéré. Côté direction générale, il existe une forme de déni qui va jusqu'à la tentative de dénonciation juridique des résultats de l'enquête. On ne peut pas laisser faire ça. Alors, quelle stratégie de prévention des RPS? Donc, l'expert a émis des recommandations pour une action que vous pouvez retrouver dans la synthèse en 4 pages. Il y a un plan d'action QVT qui avait été présenté par la direction suite à l'analyse du cabinet AK, donc qui était antérieur à l'analyse Technologia. Est-ce qu'il y a des modifications qui vont être apportées par la direction à son plan d'action? Aujourd'hui, on ne le sait pas. On a quand même un doute,
puisque le CEA ne respecte pas les règles écrites et les documents uniques d'évaluation des risques, dont je vous ai parlé, ne sont pas à jour. On le redit et c'est important, il faut accompagner les salariés. Il faut se parler pour ne plus avoir peur. Une entreprise ne peut pas vivre dans la peur. Aujourd'hui, au CEA, il y a des salariés qui ont peur du management, des managers qui ont peur des syndicats. C'est pas viable. On doit avancer tous ensemble et on doit susciter la transformation de l'organisme. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que si on regarde un petit peu en arrière, on s'aperçoit que depuis un peu plus de 50 ans, nos vies ont énormément changé. La société a beaucoup évolué, les familles ont changé, les femmes travaillent beaucoup plus qu'avant, nos amitiés ont changé, les réseaux sociaux sont apparus, euh, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et en fait, si on regarde bien, on se rend compte qu'il y a deux choses qui ont très très peu évolué, l'école et le travail. Dans bien des cas, on travaille encore comme à l'époque de nos grands-parents, les entreprises n'ont pas évolué, c'est le cas au CEA, en tout cas n'ont pas évolué suffisamment. On met parfois des mots nouveaux pour faire un petit peu start-up, mais les méthodes de travail n'ont pas changé. Et donc, on a vraiment aujourd'hui une grande séparation entre l'évolution de nos vies et l'évolution du travail qui n'a pas suivi à la même mesure. Au CEA, la direction nous parle de changement, mais dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui change et c'est tout ça qu'il faut faire évoluer. Il faut simplifier tous les processus. Aujourd'hui, il y a une grande partie du travail qui n'est pas faite. Des processus sont en cours de transformation et c'est très bien, hein, par exemple la signature électronique. Mais les salariés ont besoin de rattraper à tous les niveaux les 20 ans perdus sur Excel et sur Word et doivent rapidement disposer d'outils qui permettent de faire un travail de qualité. Aujourd'hui, il y a des environnements de travail tout intégrés qui existent et c'est vers ça que l'on doit aller. Un exemple, j'ai travaillé à l'assistance au programme et le suivi des budgets, il est fait sur des tableaux Excel qui ont des centaines de lignes, des dizaines de colonnes. Et c'est très compliqué de travailler sur ces fichiers-là. Alors que ce serait bien plus simple de pouvoir donner accès au logiciel directement. Il faut aussi accompagner les RH et la mobilité, avoir des outils pour faire une vraie gestion des emplois et des compétences qui remettent les personnels RH au cœur du dispositif. Ça facilite la gestion, ça donne du temps pour accompagner et ça valorise l'action. Tout ça, ça va donner du sens au travail. Et c'est important de savoir pourquoi on travaille. Remettre la relation humaine au cœur du management. Les managers, en particulier les managers de proximité, subissent de plein fouet le fonctionnement du CEA avec les priorités qui changent sans arrêt, le reporting, les arbitrages financiers. Ils doivent pouvoir se consacrer au vrai management et regarder dans le bon sens. Leur travail, c'est de soutenir leurs collaborateurs. On a tous cette vision, voilà, ces deux images, on les connaît tous, on les a déjà vues passer, entre un patron classique et un leader qui va vraiment emmener son équipe avec lui. Et tout ça, c'est une question d'équilibre. Le CEA a la chance d'avoir des salariés très engagés. C'est une chance, mais il faut leur donner les moyens de pouvoir travailler dans un bon environnement. Il faut aussi redonner à chacun son travail. C'est ce que les syndicats appellent souvent le recruter juste, en parlant principalement des annexes 2. Les chercheurs, par exemple, ne sont pas payés pour passer 30% de leur temps à réaliser des tâches administratives. Ce pas des tâches ingrates. Au contraire, elles doivent être réalisées par des personnes qui disposent de compétences spécifiques et qui doivent être reconnues pour ces compétences. Les chercheurs n'ont pas ces compétences-là. Recruter quelqu'un pour lui faire perdre son temps à réaliser des tâches qui sortent de son domaine, sous prétexte que ses horaires sont extensibles, c'est vraiment une faute. Il faut redevenir le pilote. Ni le politique ni l'industriel ne doivent dire au CEA ce qu'il doit faire.
Bien sûr, il y a l'aspect financier que l'on ne peut pas négliger. Nous n'avons pas les moyens de tout faire. Mais si l'avenir, c'est le réacteur à neutrons rapides et pas le multirecyclage, il faut le dire. De même pour les autres domaines scientifiques. Et les experts doivent être entendus, mais également valorisés. C'est pour cette raison que le CEA avait à sa grande époque un gestionnaire, l'administrateur général, et un leader, le haut-commissaire. Que peut-on dire aujourd'hui alors que le haut-commissaire, l'expert ultime, n'a plus de rôle d'orientation scientifique et de conseiller du gouvernement? Voilà, webinaire sur Technologia est terminé. Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses, que cela vous a intéressé. Et on vous retrouve très vite, soit sur nos flash infos, avec nos articles de newsletter, sur notre site internet, notre application, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. À bientôt. Au revoir.